Alors, nous reprenons nos travaux et tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder aux 3 débats de fin de séance. Le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée de Maurice-Richard au ministre de la Santé et des Services sociaux concernant l'absence de plan du gouvernement caquiste pour combler les retards importants dans les chirurgies. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, la députée qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et la députée a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée de Maurice-Richard, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Oui, je voulais revenir sur l'échange qu'on a eu avec le ministre durant la période de questions aujourd'hui sur la question des cancers qui ont été non diagnostiqués durant la première vague de la pandémie, mais aussi sur les délais, sur toutes les chirurgies qui ont été reportées. J'ai senti, c'est une interprétation, mais j'ai senti le ministre irrité que je lui repose des questions sur le plan, sur la stratégie qu'il a l'intention de mettre en place. Et je l'ai entendu effectivement se lever et répondre, bien, on peut bien me reposer la question, je vais répondre encore la même chose, mais si je lui pose la question, je veux bien qu'il m'entende. Je veux bien croire qu'il est de bonne foi dans cette démarche et il pourra me répéter les mêmes choses, mais la réponse, elle n'est pas satisfaisante. Je veux qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, l'information qui est sortie, c'est que de mars à juin, il y a plus de 5 000 Québécois dont le cancer n'aurait pas été diagnostiqué. Et là, c'est jusqu'en juin. Donc, de juin à aujourd'hui, on peut présumer que le nombre de Québécois dont le cancer n'a pas été diagnostiqué est important. Ça crée des situations qui, lorsque ces gens vont être dépistés, les cancers vont être à des niveaux probablement plus élevés. Donc, il y a des gens qui sont extrêmement inquiets de l'information qui a été sortie publiquement ce matin. Et à ça s'ajoute la question, effectivement, qu'on a abordée sur les chirurgies qui ont été rapportées. On se rappellera qu'il y a eu énormément de délestage au printemps à la demande du gouvernement, de chirurgies qui étaient planifiées, et ce qui nous a amené au mois de juin à avoir 92 000 chirurgies reportées, 75 000 au mois de juin, 92 000 la semaine dernière, et là, on serait à près de 140 000 chirurgies qui sont reportées. Quand j'ai questionné le ministre la semaine dernière, il m'a dit « Oui, on a un plan, on a un plan ». Je doute pas de sa bonne foi, le point n'est pas là, mais quand je lui demande c'est quoi son plan et c'est quoi sa stratégie, puis qu'il me dit qu'il y a un plan qui est clair, et je vais le répéter, j'ai la présidente de la Fédération des médecins spécialistes qui réagit à l'intervention du ministre et qui dit c'est mission impossible. La reprise des activités chirurgicales sera une mission impossible si les conditions ne sont pas au rendez-vous. Et rattraper l'ensemble de ces chirurgies, c'est un problème. Et le ministre nous disait, oui, ça va dans la bonne direction. On discute avec la Fédération des médecins spécialistes. Bien, je constate que ce n'est pas exact ce qu'il m'a répondu. Et c'est la raison pour laquelle on lui repose la question. Je la pose au nom des Québécois qui sont inquiets à l'heure actuelle, qui ont vu leur chirurgie annulée et qui n'ont pas de visibilité sur quand ces chirurgies vont être programmées. Qui plus est, sur la question des cancers qui sont diagnostiqués, même chose, il nous réfère à son plan qui a été déposé au mois de juin. Bien, on est plusieurs à ne pas partager la même lecture que lui. Je réfère entre autres au président de l'Association des hémato-oncologues, Dr Champagne, qui encore ce matin disait la situation, ce sont des drames humains, c'est des cancers qui n'ont pas été diagnostiqués, il y a du délestage qui a été fait, il y a moins de dépistage ou pas de dépistage du tout dans certains cas qui a été fait et les conséquences vont être dramatiques, les conséquences humaines. Et c'est la raison pour laquelle je lui repose la question, ce que je veux comprendre, c'est quel est son plan, et je le demande au nom des dizaines de milliers de Québécois qui présentement sont extrêmement inquiets. Et on le sait, le réseau de la santé, il est fragilisé. On le sait, il manque d'infirmières, il manque de personnel, presque 2000 infirmières qui ont quitté dans les derniers mois. Moi, ce que je demande au ministre, là, c'est, je ne veux pas qu'il me fasse un état de la situation, on la connaît, la situation. Je veux qu'il m'explique
clairement et qui nous dépose sa stratégie et son plan pour nous expliquer dans quel délai il va régler cette situation-là et de quelle façon il va le faire, qui nous explique c'est quoi qui accroche. Est-ce qu'il y a un enjeu dans la collaboration avec le réseau? Moi, c'est une discussion de bonne foi que je veux avoir avec lui parce que c'est une situation qui me préoccupe particulièrement. Et à chaque fois que je lui pose la question, je le partagerai avec lui s'il le souhaite, mais c'est des dizaines de citoyens qui sont dans cette situation-là et qui demandent d'avoir des réponses claires de la part du ministre à savoir quand est-ce que leur situation va être réglée. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Maurice-Richard. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux pour une durée de 5 minutes. Alors oui, bonjour, Madame la Présidente. Je suis très heureux de revenir en Chambre pour donner des précisions à cette motion-là, qui suit la période de questions que nous avons eue ce matin. J'aimerais rappeler à la députée de Maurice-Richard que ce matin, quand elle me disait qu'on n'avait pas de plan, j'ai pris la peine de lui dire qu'elle pouvait aller consulter sur le site Internet du gouvernement. Il y a effectivement un plan qui est ici, un plan qui est en 68 pages, qui a été déposé au mois de juin. Alors, j'aimerais le déposer officiellement pour être certain que si quelqu'un, je peux le donner tout à l'heure de façon virtuelle, vous m'expliquerez comment le faire. Alors, je suis un peu surpris qu'elle ne sache pas que nous avons un plan, alors que si elle est la critique à la santé, la première chose qu'elle aurait dû savoir, c'est qu'on avait un plan, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais dire aussi qu'en juin dernier, lorsqu'on était juste un petit peu à la fin de la première vague, le nombre de chirurgies qu'on avait en retard était dû au fait, on peut dire à peu près 90 000 chirurgies, malheureusement, en retard à ce moment-là, étaient principalement dues parce qu'on avait dû fermer des salles de chirurgie, on avait dû déplacer des médecins, on avait dû... Ici, ce qu'il faisait, qu'à ce moment-là, on devait faire à peu près 28, presque 30 des chirurgies. C'est-à-dire qu'à chaque mois, il y avait 70 des chirurgies qu'on ne pouvait pas faire pendant la pandémie, et c'est pour ça qu'on avait accumulé un recul. Alors, dans le plan qui est ici, puis je le dis entre autres à la page 12, là, je veux que les citoyens le voient très clairement, là, on avait divisé en trois paliers, donc il y a un plan, et dans chacun des trois paliers, on expliquait pour chacune des régions comment on allait rétablir le retard que nous avions. Et à ce moment-là, je le répète, je vais aller à la conclusion tout de suite. Lorsqu'on roulait à 30 de notre capacité pour toutes les raisons qu'on connaît, bien, rendu au mois où on est, c'est-à-dire à la période 4 de l'année que nous avons, c'est-à-dire à la fin, fin d'août, début de septembre, on est rendu maintenant à 86 %. Alors, notre plan, il fonctionne parce qu'on est passé de 30 à 86 % à l'intérieur des 4 ou 5 derniers mois. Donc, je pense que le plan, non seulement il est là, mais il fonctionne. Maintenant, est-ce qu'on voudrait aller à plus que 86 % La réponse, c'est oui, parce que pour être capable de rattraper le retard des chirurgies, il faut rouler à 110, 115, 120 %. Il faut qu'il y ait un pourcentage supérieur à ce qu'on faisait avant pour être capable de rattraper le retard. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est clairement expliqué dans notre document. Il faut être capable d'éviter, par exemple, lorsqu'il y a une deuxième vague, c'est d'éviter d'autres délestages. Puis je vous donne simplement un exemple. Le délestage qu'on a fait dans la première vague, c'est un délestage où on a dit, bien, il faut être capable d'avoir, par exemple, moins de chambres, moins de salles d'opération. Ce qu'on ne veut plus faire maintenant, on va le faire de façon beaucoup plus régionale, et c'est pour ça que notre plan est fait par région. On l'a expliqué, puis je prendrai peut-être un autre moment pour revenir sur le plan de délestage lui-même. Mais le plan de délestage que nous avons cette fois-ci est beaucoup plus articulé et ciblé par région, ce qui fait qu'on n'aura pas le même impact. Notre plus grand défi, comme je l'ai expliqué, c'est d'aller chercher maintenant des cliniques médicales privées qui vont nous donner accès à du potentiel où on peut aller reprendre le fameux backlog dont je parlais tout à l'heure.
Depuis le dernier mois, nous avons signé au moins une dizaine d'ententes avec des cliniques privées pour être capables de passer à ce 110, 115, 120 %-là, pour être capable justement d'éliminer notre plan, d'éliminer le backlog, malheureusement, de chirurgie que nous avons. Alors ça, je pense que je veux que les Québécois comprennent qu'il y a peut-être un besoin de clarifier qu'il y a un plan, là, mais je vous le dépose. Je vous dis que c'est très clair. On travaille là-dessus. Est-ce qu'il y a de la réaction des différents partenaires? La réponse est oui. On leur parle à toutes les semaines, nos partenaires. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'on va avancer. Mais je voudrais que les Québécois sachent qu'on s'occupe d'eux et on s'occupe très bien d'eux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le ministre de la Santé et des Services autour. Y a-t-il consentement pour permettre le dépôt du rapport numérique dont Monsieur le ministre auquel le ministre faisait référence? Il y a consentement? Alors, c'est très bien. Maintenant, Madame la députée de Maurice-Richard, je vous cède la parole pour votre réplique de 2 minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais commencer par rassurer le ministre sur le fait qu'évidemment, le plan, je l'ai lu, je trouve son commentaire très paternaliste, si je peux me permettre. Évidemment que je lis les documents puis les plans qui sont déposés par le ministère de la Santé quand je pose des questions sur un sujet parce que je m'y intéresse. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est devant moi, là, la fameuse histoire du gars qui roule en sens inverse sur l'autoroute, puis qui dit, coudonc, tout le monde roule dans le sens contraire, puis qui réalise pas que c'est lui, dans le fond, qui est en sens inverse. Il a beau me répéter qu'il y a un plan qui a été déposé au mois de juin. La Fédération des médecins spécialistes, les chirurgiens, là, les premiers qui sont concernés dans cette situation-là, ont dit encore la semaine dernière que c'est mission impossible, que la question ils nous parlent des cliniques privées, c'est pas la panacée, les cliniques privées. La question des priorités opératoires dans les hôpitaux publics n'a pas été réglée. Le prolongement des heures des blocs opératoires n'a pas été réglé non plus. Donc, il est en train de me faire la même réponse que sa prédécesseur faisait au mois de juin. À un moment donné, là, wake up, là, faut avancer. La situation, elle est en train de se dégrader. Et j'ai l'impression qu'éternellement, il est un peu irrité parce qu'il repose les mêmes questions, mais c'est parce que ses réponses sont pas compréhensibles, elles sont pas satisfaisantes. C'est la même chose que son code de couleur depuis 2 semaines où il dit, ben non, c'est super clair, mon code de couleur. Je comprends pas que personne ne comprenne. C'est très, très clair, je vais vous le réexpliquer. Bien, à un moment donné, force est de constater où il faudrait qu'ils réalisent que le code de couleur, avec toutes les nuances, les 50 nuances d'orange qui ont été annoncées, qui ont été ajoutées dans les derniers jours, c'est pas clair. Puis son plan en chirurgie, il vient pas répondre à l'enjeu. Le président de l'Association des hématologues le mentionne. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Maurice-Richard. Nous allons maintenant procéder au 2e débat qui portera sur une question adressée par Monsieur le député de La Fontaine au ministre de la Famille concernant son absence de leadership dans le dossier de la grève dans les services de garde en milieu familial. Alors, Monsieur le député de La Fontaine, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour 5 minutes, revenons sur le dossier. À l'heure actuelle, le Québec est frappé par une grève générale et limitée des services de garde en milieu familial. Ça, depuis hier. On était à Montréal. Hier, j'étais sur le terrain avec les représentantes de la FIPEC et les représentantes des responsables des RSE, responsables en services éducatifs en milieu familial. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, elles étaient plus de 500 à honnêtement, créer ce qui est une iniquité, une injustice. Elle gagne présentement sous le salaire minimum. Le salaire minimum est à 13,10 $. L'offre du gouvernement, Madame la Présidente, alors qu'une évaluation avait été déposée par la FIPEC, le syndicat, avait déposé son évaluation qui faisait en sorte, oui, ils ne sont pas payés à un taux horaire, elles sont payées, puis ce matin, le ministre disait, elles sont payées 55 000 $ par année. Première des choses, Madame la Présidente, lui-même, c'était différent quand il amenait ça en disant qu'il est payé 55 000 $. Il dit toujours, il s'empresse toujours de dire, bien, moins les frais, moins les ci, moins les ça. Il n'empoche pas 55 000 $ de salaire, Madame la Présidente. Dans leur résidence, ils ont des frais, ils ont des coûts qu'ils doivent assumer à même cette enveloppe-là.
quand on fait l'analyse, et la FIPEC, le syndicat le fait, le 55 000 que le ministre prétendait qu'il recevait, moins les coûts divisés par rapport à ce qui reste, divisé par les 50 heures et plus qu'elles font, parce que c'est matin, midi, soir, le nettoyage et ainsi de suite, il arrive à un taux horaire de 12,42 par heure, Madame la Présidente. L'entente, elle est échue depuis 1 an et demi, depuis mars 2019. Puis ce matin, le ministre disait « Ah, bien, comment ça? L'entente, la première mouture a été signée sous les libéraux. Hein? Vous vous rappelez de ça? Il a dit, ça a été signé sous les libéraux. Comment ça qu'aujourd'hui, en 2020, il vient d'écrire l'entente qu'eux autres mêmes avaient signée? Si c'est injuste aujourd'hui, ça devait être injuste à l'époque. » Bien non, Madame la Présidente. À l'époque, le salaire minimum, il n'était pas à 13,10, il n'était pas à 12 il n'était pas à 11 il était à 10,35 Le salaire minimum applicable en janvier 2015, date de la signature de l'entente, était le salaire de mai 2014, c'était 10,35 Aujourd'hui, avec ces 5 ans plus tard, c'est 2,75 de plus qui est le salaire minimum. 2,75 ça représente une augmentation de 27 Alors, quand le ministre nous dit « Ah, bien, tu sais, les libéraux, ils avaient signé ça », autre temps, Madame la Présidente, autre réalité économique basée sur le salaire minimum. Alors, ça, je referme la parenthèse là-dessus. Le ministre dit donc, mars 2019, il a été élu, ça fait 5 mois, il sait qu'en mars 2019, il y aura une entente qui va être échue, il faut qu'il négocie. Il faut qu'il négocie, et la première offre, elle faisait passer leur salaire, Madame la Présidente. Oubliez tout ça, taux horaire, pas taux horaire. La première offre qui avait été faite par le gouvernement, même si vous calculez selon la méthode du ministre ou selon la méthode de la FIPEC, faisait passer le taux horaire de 2,42 de 12,42 à 12,48. Ça correspondait, peu importe comment vous le calculez, à un taux horaire, une augmentation de 6 sous de l'heure. Alors, ce 6 sous de l'heure-là, c'était tout le poids de l'offre et de l'importance que le ministre accordait à leur service. Après ça, plus tard, Madame la Présidente, il y a eu une deuxième offre qui, elle, était finale, qui augmentait de 41 sous de l'heure. Ça, c'était offre finale. Là, évidemment, les éducatrices ont eu l'occasion de dire « bien, ça n'a pas de bon sens », ont jugé très, très, très sévèrement cette offre-là. Ils le disaient qu'elle était dégradante, irrespectueuse et inacceptable, et je suis tout à fait d'accord avec ces qualificatifs, Madame la Présidente, et fait en sorte que dès janvier, ils ont dit « bien, ça ne marche pas, ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas d'entente, ça fait même 9 mois qu'on n'a pas d'entente, on envisage faire la grève. » Ça, dès janvier, Madame la Présidente. Il y a eu la pandémie, certes, mais dès juin, une fois que l'on a pu socialement retomber sur nos pattes, et évidemment, il faut régler parce que pendant ce temps-là, le service est donné, Madame la Présidente. Le service est donné aux familles avec la rentrée scolaire et ainsi de suite. Donc, les gens commencent à travailler. Alors, Madame la Présidente, dès juin, il était annoncé qu'il allait y avoir une grève tournante qui a commencé le 1er septembre, qui a duré sur 12 jours. Puis c'était prévu dès juin que le 21 septembre, Madame la Présidente, il allait y avoir une grève générale illimitée. Alors, le ministre, Madame la Présidente, aujourd'hui, se targue de dire « bien, j'ai nommé une médiatrice. » Médiatrice, là, va faire en sorte de commencer une discussion où le ministre n'a même pas déposé, la FIPEC l'a fait, a déposé ses chiffres, preuve à l'appui, 12,42. Il n'y a rien déposé. Et en ce sens-là, Madame la Présidente, je pense que c'est important que le ministre accorde toute l'importance à ce dossier-là. Puis je pense qu'en tout respect, là, je pense que c'est par son laxisme, le fait qu'il n'a pas agi dans le dossier, qu'aujourd'hui, les enfants et les parents payent le prix, eux également. Je vous remercie, Monsieur le député de La Fontaine. Et maintenant, je vais céder la parole à Monsieur le ministre de la Famille. Et vous disposez, vous aussi, d'un temps de parole de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je trouve ça triste. Je trouve ça tellement triste qu'on s'obstine autour du salaire minimum. Alors, nous, quand on était là, nous dit le député de La Fontaine, le salaire minimum était à 10 $. Là, on les a payés juste un peu en haut. Puis là, vous arrivez, puis là, le salaire minimum est à 13 $, puis vous devriez les payer un petit peu plus cher que ça. Je trouve que c'est triste parce qu'elles méritent plus que le salaire minimum et elles reçoivent plus que le salaire minimum, Madame la Présidente. Elles ne sont pas payées à l'heure. Elles ne sont pas payées à l'heure. Je peux le répéter en anglais, en espagnol, comme je l'ai déjà dit au député de La Fontaine, elles ne sont pas payées à l'heure. Elles reçoivent une subvention. Et il y a autant de tarifs horaires qu'il y a de responsables en service de garde, parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut au calcul. Ce calcul-là qu'elles ont fait, il est hasardeux parce qu'il dépend des déductions fiscales qui sont faites à la fin de l'année. La meilleure preuve de ça, c'est qu'on négocie pas seulement avec la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, on négocie aussi avec la Fédération de la santé et des services sociaux, la F3SCSN, qui n'a pas le même calcul,
qui nous dit qu'elle ne gagne pas 12 et quelques dollars, mais qu'elle gagne 10 de l'heure et qu'elle ne travaille pas le même nombre d'heures. Donc, même à l'intérieur du milieu syndical, il n'y a pas d'unanimité sur ce qu'elle gagne. Et je trouve ça assez particulier que le député de La Fontaine, qui a déjà été sur les banquettes gouvernementales, s'appuie sur des calculs syndicaux qui varient d'un syndicat à l'autre pour établir quelles devraient être les offres du gouvernement. Honnêtement, je trouve que c'est franchement inquiétant. On se doit de bien gérer les fonds publics tout en rémunérant bien les gens qui reçoivent aussi des sommes de l'État puis qui offrent des services importants, dans ce cas-ci des services de garde éducatifs à l'enfance. Je ne suis pas certain, et je le dis en tout respect, que le député de Robert Baldwin, alors qu'il était ministre des Finances, aurait été d'accord avec cette stratégie-là, de dire, bon, bien, le syndicat nous dit qu'ils gagnent moins que le salaire minimum, allons-y, offrons-leur ce qu'elles demandent, ça va coûter tout près d'1 milliard de dollars sur 4 ans, mais bon, elles l'ont calculé, elles ont mis en ligne un calculateur, et on ne sait pas trop comment fonctionne l'algorithme, mais le résultat donne ça. C'est ce que le député de La Fontaine nous dit aujourd'hui. Et ce que j'ajouterais, c'est que non seulement le calcul diffère d'un syndicat à l'autre, mais qu'à la table de négociation, lorsqu'on leur a dit, bien écoutez, si votre stratégie, c'est de nous dire on gagne moins que le salaire minimum, allons-y, changeons les façons de faire et rétribuons, et nous allons vous rétribuer maintenant comme des employés. On peut faire ça. On peut changer la loi. On peut payer, par exemple, les responsables de services de garde en milieu familial comme des employés. On pourrait vouloir le faire en leur donnant un tarif à l'heure. Et elles n'ont pas voulu. Ça a été une fin de non-recevoir parce qu'évidemment, pour elles, il y a aussi un avantage, et c'est bien correct, mais il y a aussi un avantage d'être travailleuse autonome et d'avoir droit à la fin de l'année à des déductions fiscales. Et je le répète, ce n'est pas une critique. Je ne dis pas qu'elles ne devraient pas avoir ça, mais je dis que c'est un fait qu'elles l'ont et qu'il faut que ça entre dans le calcul de leur rémunération et que sur la base de ça, on ne peut pas arriver avec un tarif à l'heure. Donc, nous, on veut en arriver à un règlement. On veut que ce règlement arrive plus tôt que tard. Je le souhaite de tout cœur, je le souhaite honnêtement. Et quand je parle avec des syndiqués sur le terrain, il y en avait qui manifestaient devant mon bureau. À Buckingham, secteur de la ville de Gatineau que vous connaissez, Madame la Présidente, quand je leur parle directement, ils comprennent aussi les enjeux. Ils comprennent que les Québécois n'ont pas cette capacité de payer près d'1 milliard de dollars sur 4 ans, alors que les finances publiques ne sont pas dans un bon état, qu'il y a des Québécois qui ont perdu leur job et qu'il y en a dans le secteur privé qui ont accepté une baisse de salaire pour pouvoir conserver leur emploi. Et ceci dit, on veut que les négociations se terminent au bénéfice des éducatrices, évidemment, pour qu'elles aient de bonnes conditions de travail, pour établir un climat de travail favorable aussi. Si on veut régler la rareté de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement dans le secteur de la petite enfance, il faut changer le discours ambiant. On n'attirera personne dans ce secteur-là en martelant jour après jour qu'elles gagnent moins que le salaire minimum et que le gouvernement les méprise. Donc, au bénéfice des éducatrices, au bénéfice d'un changement de ton pour en attirer de nouvelles dans le réseau et, bien sûr, d'abord et avant tout, au bénéfice des parents et des tout-petits, on se doit de régler ce conflit de travail. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé un médiateur. On s'est entendu sur tout ce qui est non monétaire. Et là, la question monétaire, c'est la dernière question qui nous reste à régler. Visiblement, le fossé qui nous sépare est trop grand pour qu'on y arrive sans l'aide d'un médiateur. Le travail a commencé aujourd'hui. L'offre qu'on met sur la table, elle est raisonnable, elle respecte la capacité de payer des Québécois et des Québécoises, et je souhaite sincèrement qu'on puisse en arriver à un accord avec le syndicat. En tout cas, moi, je vais mettre toutes mes énergies pour être capable d'y arriver au cours des prochains jours. Je vous remercie, Monsieur le ministre de la Famille. Et maintenant, pour votre réplique de 2 minutes, Monsieur le député de La Fontaine. Merci, Madame la Présidente. Le ministre a interpellé mon collègue de Robert Baldwin. Bien, je vais lui raconter une petite histoire, mon collègue de Robert Baldwin, puis lui, il s'est compté. Les RSE coûtent au gouvernement 550 millions. Le gouvernement a dit que c'est épouvantable, il demande une hausse de 35 35 de 550 millions, c'est 192 millions. On s'entend, c'est une règle de 3. Le gouvernement dit « Ah non, ça représente 1 milliard. » Si vous augmentez de 35 une enveloppe de 550 millions, ce n'est pas 1 milliard. Premier point. Deuxième point, quand il dit hey, « Je trouve ça particulier que mon collègue de La Fontaine se base sur des calculs syndicaux. » Moi, je ne connais pas ça. Moi, en mathématiques, première année, secondaire 1, cégep, en mathématiques, il n'y avait pas de mathématiques syndicales puis de mathématiques patronales. Il y avait un calcul qui était bon ou qui n'était pas bon. Alors, Madame la Présidente, je trouve ça assez particulier que de façon très, très désinvolte, le ministre dit « Ah, ça, c'est un calcul syndical, on le tasse du revers de la main. Il est bon ou il n'est pas bon? » Le ministre dit « Il n'est pas bon, le calcul. »
Bravo, montrez-nous-le qui n'est pas bon, mais il ne vous dira pas. Il ne vous le dira pas. Vous passez un examen de mathématiques, Madame la Présidente, puis le professeur vous met 0. Comment ça, tu m'as mis 0? Je pense que c'est ça. Non, c'est 0. Mais pourquoi? Où est mon erreur? Je ne le dis pas, c'est 0. C'est ce que fait le ministre aujourd'hui, Madame la Présidente. Deuxième point. Troisième point, Madame la Présidente, le ministre, comment fait-il pour gérer son ministère? Il dit, écoutez, ce sont des travailleurs autonomes, c'est excessivement complexe. On a tout sauf des certitudes là-dedans. Il y en a 10 000 à RSE, puis à chacune, là, c'est un cas particulier, puis on n'est pas capable d'avoir des dénominateurs communs. Mais comment fait-il pour gérer son ministère? Ça explique peut-être pourquoi que le ministère est géré de façon tout croche, Madame la Présidente. C'est une première au Québec, l'année passée de référence, avril 2019, mars 2020, où on a perdu plus de places qu'on en a créées, bien, qui continue à les maintenir sous le salaire minimum, Madame la Présidente. Puis c'est ce qui va arriver. Il est en train de détruire le système des garderies au Québec, Madame la Présidente, et il en perd plus sous ce ministre inactif qui en crée. Je vous remercie, Monsieur le député de La Fontaine. Et nous allons maintenant passer au troisième débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Monsieur le député de Robert Baldwin au ministre de l'Économie et de l'Innovation sur l'absence de plan du gouvernement caquiste pour aider l'économie québécoise à traverser la seconde vague de la pandémie de la COVID-19. Alors, Monsieur le député de Robert Baldwin, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, à mon tour, troisième débat, le dernier, et non le moins important. Alors, poursuivons donc là où on avait laissé en période de questions. Nous sommes en pleine deuxième vague. C'est le directeur national de la santé publique qui nous l'a dit cette fin de semaine. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour les Québécois, pour la grande majorité des Québécois. Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Économie l'ont dit aussi que dans un éventuel reconfinement qui suivrait presque inévitablement une deuxième vague, si elle est grave, cela aurait des conséquences économiques catastrophiques, désastreuses. Ce sont leurs paroles et en effet, ça serait tout un problème. Alors, comme j'ai dit tantôt, comme j'ai posé la question tantôt, quel est le plan? On a un risque important, un risque d'un possible reconfinement qui aurait des répercussions économiques majeures. Donc, quel est le plan? Quel est le plan de contingence? Qu'est-ce qu'on fait pour gérer ce risque-là? Ça fait des mois, Madame la Présidente, que nous parlons de ça. Ça fait des mois qu'on pose pratiquement les mêmes questions. Ça fait des mois qu'on se préoccupe surtout de l'état de ce que moi j'appelle l'économie de proximité. Le ministre de l'Économie nous a parlé dans sa réponse cet après-midi des 5 secteurs prioritaires qu'il va cibler. L'aéronautique, les sciences de la vie, la foresterie, l'aluminium, les transports électrifiés. L'enjeu, c'est que ces grappes-là, aussi importantes soient-elles, et elles sont importantes, évidemment, sont loin de représenter l'ensemble de l'économie québécoise. On peut penser à l'agroalimentaire, par exemple, le manufacturier innovant, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, la finance, très importante ici à Québec, tout ce qui est des technologies de l'information, et tant d'autres grappes, tant d'autres secteurs. Donc la question, c'est pourquoi ces 5-là qui avaient été ciblés et pas les autres, et qu'est-ce que ça veut dire de cibler ces 5-là? Donc je pense qu'il y aura, je présume que dans les jours à venir, il y aura d'autres annonces à faire là-dessus, mais je pense que nous, les parlementaires, on aimerait bien avoir cette information aussi pour qu'on puisse en discuter et ne pas la prendre des médias. Mais bon. Mais l'enjeu que j'avais soulevé, ce n'est pas tellement pour ces 5 grappes-là, importantes qu'elles sont, mais l'enjeu, c'était là que la question se situait, c'est ce qu'on appelle l'économie de proximité, c'est-à-dire le tissu économique et social de nos collectivités locales. Commerce de détail, restauration, hébergement, services personnels comme coiffeurs, livreurs, etc.,
divertissement, culture. C'est ces secteurs de proximité qui font, en fin de compte, qui constituent le cœur de nos villes et de nos villages. Ces secteurs sont extrêmement touchés par la pandémie, par la première vague, mars, avril, mai, et maintenant par la deuxième vague qui commence. Alors, la question est encore plus pertinente maintenant qu'elle ne l'était en mars-avril. Qu'est-ce qu'on fait pour ces secteurs de proximité, cette économie de proximité? Parce que c'est ironique, on veut favoriser l'achat local, mais qu'est-ce qui se passe quand le local n'existe plus? Et je pense qu'on est là, on est rendu à se préoccuper de cela, parce que ce secteur-là que j'ai décrit tantôt, d'économie de proximité, c'est des dizaines de milliers d'emplois, et c'est un secteur qui est beaucoup trop gros pour qu'on laisse tomber. On disait en chinois, Madame la Présidente, lors de la dernière grande récession, que le secteur financier était « too big to fail ». Là, maintenant, le secteur de l'économie de proximité, lui, il est trop gros pour qu'on le laisse tomber. Il faut absolument le soutenir, il faut absolument le supporter, qu'il passe à travers la deuxième vague. C'était difficile la première et ça sera impossible la deuxième. Donc, il faut que le gouvernement nous présente un plan pour soutenir notre économie de proximité. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Robert Baldwin. Et maintenant, je cède la parole à Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je l'ai dit en Chambre cet après-midi, et je le répète encore ce soir, notre gouvernement n'est pas un gouvernement qui fait dans la documentation, on fait plus dans l'action. La relance de l'économie, c'est une préoccupation de l'ensemble du gouvernement. Nous avons été confrontés à une situation, et le député de Robert Baldwin sera d'accord avec moi, à laquelle aucun gouvernement n'a fait face avant nous. Nous avons fait face à cette situation avec courage et détermination, en prenant des décisions difficiles pour les citoyens et pour les entreprises. Il ne faut pas faire de la partisanerie sur cet enjeu, parce que la relance, ce n'est pas un slogan politique, c'est une obligation économique et morale qui fait face à notre gouvernement. Durant la crise, il fallait agir rapidement. C'est ce qu'on a fait. On a injecté rapidement des liquidités dans le système. On a annoncé le programme PACT avec une enveloppe de 2,5 milliards, le programme PACME pour la formation de la main-d'œuvre, le programme d'aide d'urgence aux PME pour 250 millions et la bonification de l'aide aux loyers commerciaux, aussi complémentaire au programme de subvention salariale. Il y a la liquidité, il y a beaucoup d'équité pour toutes les entreprises du Québec. On a observé une tendance mondiale en faveur de l'achat local. On a rapidement lancé le panier bleu qui aide les Québécois à encourager les commerçants et surtout à choisir des produits d'ici au Québec. La réponse des Québécois et des Québécoises a été impressionnante. Le député Robert Baldwin aimerait que l'on fasse de la subvention. On reconnaît pourtant mon collègue d'en face pour sa rigueur budgétaire. Les subventions pour toutes les entreprises, c'est le contraire de la rigueur et c'est, selon moi, irresponsable financièrement. La stratégie du gouvernement fonctionne. Ce n'est pas un hasard si notre économie commence à se relever plus rapidement qu'en Ontario et dans le reste du Canada. C'est en partie grâce aux actions que nous avons posées. L'emploi est de retour. Les gains observés depuis les 4 derniers mois, on parle de 630 000 emplois supplémentaires, ramenant l'emploi à 4,3 % plus bas que son niveau du mois de février. Encore une fois, c'est mieux que l'Ontario et c'est mieux que le reste du Canada. Mais, j'avoue, il reste beaucoup à faire. Malgré la conjoncture difficile, on va garder notre plan de match initial où on veut accélérer les investissements, stimuler l'innovation et augmenter les exportations. Ça veut dire mettre de l'accent sur l'entrepreneuriat, la recherche, ainsi que l'innovation et sa commercialisation. Ça veut dire accélérer la transformation numérique et la transition verte pour accroître la productivité et la compétitivité de toutes nos PME. Ça veut dire maximiser l'efficacité des démarches de prospection à l'étranger en renforçant la présence du Québec sur les marchés extérieurs et en améliorant l'appui à l'exportation pour les entreprises.
J'ai ciblé, comme le député Rabadoul le mentionne, 5 secteurs stratégiques: l'aérospatiale, sciences de la vie, la foresterie, l'aluminium et l'électrification des transports. Il y a aussi les secteurs transversaux où on parle de numérisation et on parle de toute la question de la robotisation. Donc, aucun secteur ne va être mis à court. De plus, pour améliorer notre balance commerciale déficitaire de 23 milliards à l'international, on va poser des gestes concrets. Avec EQ, nous allons accompagner les entreprises pour développer nos chaînes d'approvisionnement locales et réduire la dépendance du Québec face aux importations de plusieurs produits. On n'oubliera pas au passage les commerçants des centres-villes qui auront besoin de notre support. On n'oubliera pas non plus les secteurs qui peuvent être en difficulté avec possiblement notre deuxième vague. On pense aux restaurateurs, aux bars et d'autres commerces. En temps et lieu, nous regarderons le programme des fonds locaux d'investissement avec potentiellement un pardon, surtout si le programme de loyers commerciaux d'aide qu'on a bonifié ne fonctionne pas. Madame la Présidente, la manière dont nous avons géré la crise depuis le début et la façon dont nous allons organiser la relance est caractéristique de ce que nous sommes. On prend la mesure du défi, on réfléchit et on agit. Dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, je vais assurer mon collègue, il y aura de l'action assurément, pas seulement un document. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Et maintenant, pour votre réplique de 2 minutes, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Plusieurs choses que le ministre a mentionnées. Je suis d'accord avec lui. En effet, la situation est inédite et n'importe quel gouvernement ferait face à vraiment un problème majeur. Et tous les gouvernements font du mieux qu'ils peuvent. Je comprends entièrement ça. Cependant, ce que je redis, c'est que ce qui est irresponsable, ou ce qui serait irresponsable à mon avis, serait de laisser tomber ce secteur-là d'économie de proximité. Si on décide de les soutenir, oui, je suis bien conscient que ça ne sera pas... les montants en question seront substantiels, mais les coûts seraient encore plus élevés si on les laisse tomber. Parce qu'une fois qu'on perd cette économie de proximité-là, ce sont nos villes, nos villages qui entrent dans une période de déclin. Et ça, on n'a qu'à regarder ce qui se passe présentement et ce qui s'est passé aux États-Unis dans certaines grandes villes quand les centres-villes se sont vidés. Ça a pris, dans certains cas, beaucoup d'années. Ce n'est même pas encore revenu là où ils étaient avant. Ce que nous faisons face présentement dans le marché du travail, c'est ce que les économistes appellent une reprise en K. Il y a les reprises en V, en U, en L, toutes sortes de lettres, mais celle qui colle maintenant, c'est le K. C'est-à-dire qu'une partie de l'économie reprend très vite, oui, en effet, mais à l'autre partie de la lettre K, qui, elle, était la baisse. Et c'est ça le grand risque qui guette maintenant les grandes métropoles, mais aussi les petits villages, c'est cette économie de proximité. Donc, encore une fois, je dis au ministre qu'on doit regarder tout ce qu'il a mentionné, innovation, efficacité, numérisation, tout ça est important. Mais l'économie locale aussi, très importante. Merci. Monsieur le député de Robert Baldwin, alors, ceci met fin à ce 3e débat de fin de séance et je suspends nos travaux jusqu'à 19h30.